Avez-vous déjà eu l'impression d'être coincé dans une journée qui ne finit jamais? Que vous êtes sur le seuil d'une nouvelle vie, juste devant la porte? Mais qu'une force invisible, née dans vos propres profondeurs, retire votre main de la poignée au tout dernier moment, au moment décisif. Vous dites que c'est un jour sans fin. Vous appelez ça la procrastination, la paresse, le manque de volonté. Mais ce sont de faux noms. Ce sont des étiquettes inscrites sur une fausse carte qui ne fait que vous enfoncer plus profondément dans le labyrinthe de l'auto-accusation. Pour vraiment comprendre ce sabotage intérieur, nous devons jeter cette carte et regarder les plans secrets de notre psyché, laissés par le plus grand cartographe de l'âme, Carl Gustav Jung. Au cours de l'heure qui suit, nous n'allons pas simplement analyser ce problème. Nous allons faire 3 pas précis. Vous comprendrez pourquoi votre cerveau essaie en réalité de vous sauver en sabotant vos meilleures intentions. Vous découvrirez quelle grande tâche cette paralysie vous impose. Et le plus important, vous obtiendrez la clé pour déjouer ce gardien intérieur, non pas en le combattant, mais en concluant une sage alliance avec lui. Si vous êtes prêt à cesser de vous battre contre vous-même et à commencer à vous comprendre, notre voyage vers l'intérieur commence. Tout de suite. Arrêtons-nous un instant. Prenons une profonde et lente inspiration et soyons absolument honnêtes. Au moins ici, dans cet espace, seul avec soi-même. Souvenez-vous de ce matin, le son du réveil qui ne vous éveille pas, mais vous arrache plutôt à une autre vie, peut-être plus réelle. Le goût du café matinal sur la langue, ce n'est plus un rituel de plaisir, mais simplement le carburant que vous versez dans le mécanisme pour qu'il poursuive son mouvement prévisible. Dans ce goût, il n'y a plus de notes d'arabica, seulement l'arrière-goût d'un lundi sans fin. Le trajet familier que vous faites chaque jour ne se sent plus comme un chemin. C'est une ornière, profonde, creusée dans la terre même de votre vie, et vos pieds y entrent avec une soumission fatale et automatique. Vous connaissez chaque virage, chaque fissure dans l'asphalte, et cette connaissance n'apaise pas, mais étouffe. La lumière de l'écran est devenue la seule fenêtre sur le monde, mais le paysage derrière cette fenêtre ne change jamais. Et le voici, le paradoxe le plus cruel, car objectivement, tout va bien. Les factures sont payées, un toit au-dessus de la tête, il n'y a pas de véritable tempête visible dans votre vie, mais vous vous noyez lentement dans ce calme plat absolu. La sécurité est devenue une cage, dont les murs sont construits de compromis et de décisions reportées à plus tard. Et c'est précisément ce confort qui est ressenti comme une suffocation. Sous la surface de cette tranquillité extérieure, quelque part au plus profond de vos côtes, vit une panique silencieuse. Ce n'est pas un cri, mais un bourdonnement constant, à peine audible. Le sentiment de regarder un film sur la vie d'un autre, une vie douloureusement familière. Vous prononcez les bons mots, faites les bons gestes, mais vous vous sentez comme un fantôme à votre propre fête, et le calendrier sur le mur. Il n'est plus une carte de l'avenir. Il vous regarde comme un prédateur qui, lentement, jour après jour, dévore votre unique et précieuse vie. Et si la moindre chose de ce qui a été dit a trouvé un écho dans votre âme, je vous demande de m'écouter maintenant. D'écouter non pas avec votre esprit, mais avec tout votre être. Sachez-le, vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas paresseux, et vous n'êtes certainement pas seul dans ce sentiment. Ce lourd fardeau de honte que vous portez peut-être, l'idée qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, est le mythe le plus grand et le plus toxique que nous devons détruire aujourd'hui. Votre expérience n'est pas le signe d'un défaut, mais le signe d'une âme vivante qui refuse de s'endormir dans une prison confortable. Une personne vraiment brisée ne ressentirait pas cette angoisse. Elle se serait résignée. Votre douleur, votre apathie, votre paralysie intérieure, c'est le rugissement d'un organisme sain qui refuse de respirer un air empoisonné. C'est le cri de votre moi profond qui se souvient de qui vous étiez censé devenir. Il sait que vous êtes fait pour plus que simplement répéter la journée d'hier. Votre apathie n'est pas une absence de sentiment. C'est un acte paradoxal de fidélité. Fidélité à cette immense partie de vous, non réclamée, que vous avez peut-être trahi pour la sécurité et la prévisibilité. C'est une sorte de grève de l'âme, qui refuse de travailler dans une usine produisant des jours dénués de sens. Alors sachez-le, cet état n'est pas votre ennemi, c'est votre plus honnête allié. Et maintenant que nous avons retiré de ce champ de bataille l'artillerie lourde des accusations et de la honte, je vais vous demander d'admettre un instant une pensée presque sacrilège.
Une pensée qui peut d'abord paraître absurde, mais je vous demande de l'essayer, comme un vêtement inconnu. Et si cette force même qui vous empêche de changer, cette main invisible qui retire votre main de la porte, n'était pas votre ennemi? Et si ce saboteur intérieur, que vous avez maudit et tenté de combattre pendant des années, était en réalité votre protecteur le plus dévoué, bien que complètement aveugle? Pensez à sa ténacité. La méchanceté est rarement aussi constante. La haine de soi possède rarement une énergie aussi infatigable. Seule une dévotion absolue, bien que totalement déformée, fonctionne ainsi. Et s'il vous protégeait? Vous protégez du chaos qui, lui semble-t-il, attend derrière le seuil d'une nouvelle vie, de la douleur aiguë et tranchante d'un échec possible, ou pire encore, de la lumière aveuglante du succès et de l'énorme responsabilité qu'il entraîne. Et si chaque fois que vous reportez une étape importante, ce n'était pas votre faiblesse, mais sa tentative paniquée de barricader la porte face à une menace inconnue? Et si chaque acte d'auto-sabotage n'était pas un acte de trahison, mais un acte d'amour maladroit et désespéré? L'amour de cette partie de vous qui a une peur bleue de perdre le monde qu'elle connaît, même si ce monde est une prison. Cette idée, l'idée d'un protecteur et non d'un ennemi, change tout. Elle transforme le champ de bataille en une salle de négociation. Mais pour entrer dans cette salle et entamer le dialogue, nous devons d'abord comprendre dans quelle langue parle ce protecteur. Et nous ne pouvons pas déchiffrer sa langue, car notre oui est brouillé par le bruit d'idées anciennes et dépassées. Et pour comprendre la logique de ce protecteur aveugle, nous devons d'abord éclairer sans pitié les fausses cartes avec lesquelles nous avons si longtemps tenté de trouver une sortie. Des cartes parsemées d'inscriptions comme paresse, faiblesse, culpabilité. Nous devons faire l'inventaire de notre arsenal de croyances et jeter les armes rouillées avec lesquelles nous nous sommes si longtemps et sans succès battus contre nous-mêmes. C'est un travail nécessaire. Avant de construire un nouveau pont solide vers notre moi authentique, nous devons déblayer le terrain. Nous devons démolir les constructions délabrées de faux diagnostics qui nous masquent la vue. Nous devons détruire les mythes qui nous tiennent captifs, car on ne peut pas construire une nouvelle maison sur des fondations anciennes et pourries. Notre prochaine étape est un acte de courage intellectuel. Nous descendons dans la cave, non pas de l'âme, mais de l'esprit, pour en sortir les détritus. Alors, commençons notre déconstruction. Et le premier mythe, le plus répandu et le plus insidieux qui vit dans notre conscience, est le suivant. Je manque simplement de volonté. Nous nous imaginons la volonté comme un muscle. S'il est faible, il suffit de le muscler par la discipline et l'effort. Nous lisons des livres sur la maîtrise de soi, nous nous fixons des cadres stricts, nous nous forçons en serrant les dents. Mais que se passe-t-il en réalité? Vous essayez de percer un mur par la volonté, c'est comme essayer de démarrer une voiture en la poussant alors qu'il n'y a pas d'essence dans le réservoir. Vous pouvez être incroyablement fort, vous pouvez appeler des amis, vous pouvez pousser jusqu'à l'épuisement complet, jusqu'à vous faire mal au dos et transpirer du sang. Mais la voiture ne bougera pas, car le problème n'est pas le manque de force de pousser, mais l'absence de carburant interne. Et c'est ainsi que vous entrez dans un cercle vicieux. Vous essayez d'appliquer la force, vous échouez, vous vous accusez de faiblesse, et cette culpabilité vous prive de vos dernières forces, rendant la tentative suivante encore plus vouée à l'échec. Le deuxième mythe est encore plus toxique. Il sonne comme une sentence, je suis simplement paresseux. Remarquez comment la formulation change. Ce n'est plus un manque de ressources, comme dans le cas de la volonté. C'est une définition de votre essence, un diagnostic de votre caractère. C'est le mythe d'un défaut moral. Et c'est une impasse absolue. Car si vous croyez que la paresse fait partie intégrante de votre personnalité, que pouvez-vous faire? Vous ne pouvez pas vous renvoyer vous-même. Ce mythe paralyse toute tentative d'analyse, car il donne une réponse simple mais mortelle à toutes les questions. Pourquoi n'ai-je pas commencé? Parce que je suis paresseux. Fin de l'histoire. C'est une capitulation intellectuelle qui ne mène qu'à une chose, une honte silencieuse et corrosive pour l'âme. Et enfin, le troisième mythe, c'est le mythe de la recherche éternelle. J'ai juste besoin de la bonne motivation. Nous la cherchons partout, dans les discours des gourous, dans les vidéos inspirantes, dans les histoires de réussite. Nous attendons un signe, le moment idéal, le coup de pied magique qui mettra enfin le moteur en marche. Mais c'est le piège de l'attente passive. La motivation qui vient de l'extérieur est une étincelle,
pas un feu. Elle peut briller intensément, mais si à l'intérieur de vous se trouve ce protecteur aveugle qui garde le pied sur le frein, cette étincelle s'éteindra avant d'avoir pu enflammer quoi que ce soit. Vous cherchez un stimulant extérieur, sans comprendre que le problème est la résistance intérieure. Tous ces mythes ne sont que des manières différentes de regarder dans la mauvaise direction. Ils nous obligent à combattre les symptômes, en ignorant complètement la maladie. Alors, si la volonté, la paresse et la motivation sont de faux objectifs, où devons-nous regarder? Nous commettons une erreur fondamentale de diagnostic. Nous prenons le cri de l'alarme incendie pour l'incendie lui-même. Permettez-moi de vous proposer une idée nouvelle et libératrice. Votre état, apathie, procrastination, autosabotage, n'est pas une maladie. C'est un symptôme, c'est une fièvre de l'âme. Rappelez-vous ce qu'est la température dans le corps. Lorsqu'une infection pénètre dans l'organisme, le système immunitaire augmente la température. La fièvre n'est pas agréable, elle épuise, elle fait mal. Mais elle n'est pas l'ennemi. C'est une réaction de défense. C'est le signe que votre organisme est vivant, qu'il se bat, qu'il a mobilisé toutes ses ressources pour détruire les éléments étrangers. La fièvre n'est pas ce qui nous tue. C'est l'infection contre laquelle elle se bat qui nous tue. Un médecin sage ne se contente pas de donner un antipyrétique. Il cherche la source de l'inflammation. Votre psyché fonctionne exactement de la même manière. Lorsqu'une profonde rupture apparaît dans votre vie, entre la façon dont vous vivez et qui vous êtes vraiment, votre âme tombe malade. Cette infection, c'est la vie non vécue, le potentiel réprimé, les rêves trahis, le renoncement à votre vraie nature. Et la psyché, comme le corps, réagit. Elle augmente la température. Votre apathie est la chaleur qui brûle votre énergie. Votre procrastination est le frisson qui paralyse vos actions. Votre auto-sabotage est le délire dans lequel vous détruisez vos propres plans. Et c'est là que nous commettons notre principale erreur stratégique. Tenter de vaincre la procrastination par la volonté, c'est comme faire baisser la fièvre en ignorant la pneumonie qui l'a causée. Oui, pendant un certain temps, vous pouvez vous sentir mieux. Vous pouvez vous forcer à travailler 1 heure ou 2. Mais l'infection n'a pas disparu. Elle continue de vous détruire de l'intérieur. Et demain, la fièvre reviendra avec une force nouvelle. De plus, en faisant taire le symptôme, vous faites quelque chose de pire. Vous faites taire le messager qui vous a apporté une nouvelle d'une importance vitale. Vous dites à votre âme, « Tais-toi, je ne veux pas entendre que tu vas mal ». Votre âme augmente la température non pas pour vous tourmenter, mais pour attirer votre attention. Pour vous forcer à vous arrêter et à enfin regarder à l'intérieur. Pour brûler les toxines d'une vie fausse et pleine de compromis. Votre procrastination n'est pas un vice, c'est un signal. Et notre tâche n'est pas de supprimer ce signal, mais d'apprendre à le déchiffrer. Nous avons établi que cette fièvre de l'âme est un signal. Mais un signal est inutile si nous ne savons pas le déchiffrer. Pour comprendre ce qu'il signale, nous devons apprendre à écouter. Pas seulement avec nos oreilles, mais avec tout notre être. Et maintenant, je veux vous poser une question. Une question qui ne vous demandera pas d'analyse, mais une honnêteté extrême, peut-être inconfortable, avec vous-même. S'il vous plaît, souvenez-vous de la dernière fois que vous avez saboté une entreprise importante pour vous. Peut-être était-ce un projet de travail que vous avez reporté à la dernière nuit. Peut-être était-ce la décision de commencer à étudier quelque chose de nouveau qui s'est terminé par des heures sur les réseaux sociaux. Ou une conversation importante que vous avez une fois de plus évitée. Retournez à ce moment. Et maintenant, le plus important. Qu'avez-vous ressenti un instant avant de vous laisser distraire? Pas après, lorsque la vague habituelle de culpabilité et d'autoflagellation est arrivée. Mais dans cette fraction de seconde, à cet instant où votre main se tendait déjà vers le téléphone, ou que vous ouvriez un onglet sans intérêt dans votre navigateur. Qu'y avait-il là? Y avait-il une piqûre de peur à peine perceptible, le souffle glacial de l'anxiété, peut-être une sensation étrange, irrationnelle que vous pénétriez en territoire interdit, comme si vous étiez sur le point d'enfreindre une règle invisible mais très importante, établie par quelqu'un il y a très longtemps. Je vais vous demander quelque chose de concret. Je vais vous demander de vraiment mettre cette vidéo en pause. Pas pour moi. Pour vous. Fermez les yeux. Prenez une profonde inspiration et écoutez simplement l'écho de ce sentiment. Ne l'analysez pas. Ne le jugez pas. N'essayez pas de lui donner un nom.
Reconnaissez simplement son existence. Laissez-le être. Restez avec lui au moins 10 secondes. Si vous l'avez fait, vous venez de franchir l'étape la plus importante de notre voyage d'aujourd'hui. Car cette piqûre de malaise subtile et fugace, cette ombre qui a traversé votre âme un instant avant la fuite, est la voix de la source de l'inflammation. C'est le signal. Ce n'est pas une simple émotion aléatoire. Elle contient toute la carte de votre monde intérieur. C'est le début du fil qui, en le tirant, nous permettra de démêler tous les chevaux. C'est exactement ce que nous cherchions. Cette fine piqûre de peur que vous avez, je l'espère, ressentie, n'est pas un obstacle. C'est la clé de tout. C'est précisément le trésor pour lequel nous sommes descendus dans cette pénombre. Parce que cette peur n'est pas ce qu'elle semble être à première vue. Ce n'est pas une peur rationnelle de l'échec. Ce n'est pas une crainte logique de perdre de l'argent ou de la stabilité. C'est quelque chose de bien plus profond et primitif. C'est la peur de soi-même. La peur de ces immenses continents inexplorés à l'intérieur de nous, que nous avons un jour, il y a très longtemps, déclarés zone interdite. C'est la peur de ces parties de notre personnalité que nous avons exilées dans l'ombre, parce qu'elles nous semblaient trop bruyantes, trop chaotiques, trop dangereuses pour notre monde ordonné. Et personne n'est descendu dans ces profondeurs avec une lanterne et une carte avec autant d'audace et aussi loin que le médecin suisse devenu archéologue de l'âme. Carl Gustav Jung. Il fut le premier à comprendre la nature de ce gardien intérieur sur le seuil. Il a compris que notre esprit n'est pas un tout unifié. C'est un système complexe et dynamique de freins et de contrepoids. Et au centre de ce système se trouve ce qu'il a appelé l'ego. Imaginez l'ego comme le gestionnaire conscient de votre psyché. C'est votre directeur général intérieur, votre attaché de presse et votre metteur en scène principal. Son travail est de prendre des décisions, d'élaborer des plans, de façonner votre identité aux yeux des autres et surtout de préserver l'intégrité et la prévisibilité de votre monde. L'ego aime l'ordre. Il aime les règles claires. Il aime quand tout se déroule selon un scénario familier. Et c'est là que nous arrivons au cœur du problème. Tout changement significatif, une nouvelle carrière, de nouvelles relations, un nouveau projet créatif, est une improvisation. C'est un renoncement au scénario ancien et approuvé. Et pour l'ego, pour ce gardien de l'ordre, toute improvisation est une menace pour son pouvoir, un pas vers l'inconnu, vers le chaos. La peur que vous avez ressentie est le signal d'alarme que votre ego a déclenché. Et votre auto-sabotage, la procrastination, l'apathie, la fuite dans les distractions, et sa tentative désespérée et instinctive de reprendre le contrôle, de barricader la porte et de ne rien laisser de nouveau et de potentiellement destructeur entrer dans votre monde douillet et prévisible. Ce n'est pas votre faiblesse, c'est le travail de votre service de sécurité. Ainsi, notre ego conscient est un gestionnaire qui aspire à l'ordre. Et maintenant, pour vraiment comprendre le drame qui se joue en vous, imaginez que toute votre psyché est une maison. Votre ego est le maître de cette maison. Il vit dans le salon. Et ce salon est parfait. Il est vivement éclairé, impeccablement rangé. Chaque objet est à sa place, strictement défini. C'est la partie publique de votre maison où vous invitez des invités, la société, la famille, les collègues. L'ego veut que le salon fasse bonne impression. Il est le conservateur de votre identité publique. Dans ce salon, seuls les sentiments convenables sont autorisés. Une joie modérée, une tristesse constructive, des ambitions socialement approuvées. Tout doit être prévisible, rationnel et sûr. La tâche principale de l'ego est de maintenir cette façade en parfait état. Mais dans chaque maison, il y a une cave. Et dans votre maison psychique, cette cave est fermée par un lourd verrou. C'est votre ombre. C'est l'espace sombre, humide, inexploré où l'ego, tout au long de votre vie, a jeté tout ce qui ne cadrait pas avec le concept du salon idéal. C'est là que vont les accès de colère que vous avez réprimés dans votre enfance. C'est là que sont envoyées les peurs irrationnelles, l'envie, l'avidité, les faiblesses, tout ce dont vous avez jamais eu honte. L'ego considère ces parties comme des monstres qui, s'ils s'échappent, détruiront son monde merveilleux et le déshonoreront devant ses invités. Mais c'est là que réside la grande et tragique ironie que Jung nous a révélée. L'ego, dans sa quête panique de l'ordre, n'est pas très regardant. Avec les monstres,
il jette dans la cave tout ce qui lui semble trop chaotique, trop imprévisible, trop vivant. C'est là qu'est envoyée votre énergie créatrice, sauvage, indomptée, parce que la créativité, c'est le chaos. C'est là qu'est envoyée votre spontanéité, votre capacité à jouer et à vous réjouir pour le plaisir. C'est là aussi que sont envoyés vos rêves et ambitions trop audacieux, qui semblent à l'ego dangereux et irréalistes. Et la tragédie, c'est qu'avec les monstres qu'il craint tant, tous les trésors de votre royaume sont également enfermés dans cette cave. Votre passion, votre force vitale, votre potentiel non réalisé, tout cela croupit là, dans l'obscurité. Et un jour, vous, une personne consciente, décidez de changer quelque chose, de lancer votre entreprise, d'apprendre à dessiner, d'entamer de nouvelles relations profondes. Qu'est-ce que cela signifie pour l'ego, pour le maître de maison? Cela signifie une chose, vous aurez besoin de l'énergie de la cave. Vous aurez besoin de créativité, de passion, de courage. Vous devez descendre et ouvrir cette porte. Et à ce moment, l'ego est saisi de terreur. Il imagine qu'avec les trésors, les monstres qu'il craint tant s'échapperont aussi. Il les imagine faisant irruption dans son salon idéal, mettant tout sens dessus-dessous, salissant les tapis et effrayant les invités. Et il fait ce qu'il considère être son travail principal. Il commence à se défendre. Votre auto-sabotage n'est rien d'autre que l'ego qui s'appuie de tout son poids sur la porte de la cave, essayant de la maintenir fermée. Votre procrastination est le grincement des charnières et le crissement du verrou. Et votre apathie et votre fatigue, ce n'est pas un manque d'énergie. C'est toute votre énergie colossale dirigée vers une seule et unique tâche épuisante. Maintenir la porte de la cave fermée. Vous n'êtes pas paresseux. Vous êtes incroyablement occupé. Vous êtes occupé par une guerre civile avec vous-même. Cette dynamique de l'ego et de l'ombre peut sembler abstraite. Voyons comment elle se joue dans la vie réelle et reconnaissable. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Sarah. Sarah est une comptable parfaite. Son monde est un monde de tableaux parfaitement équilibrés, où chaque débit correspond à un crédit. Son bureau est impeccable. Sa carrière est un modèle de stabilité et de responsabilité. Ses collègues la respectent. Sa direction l'apprécie. Sa vie vue de l'extérieur est ce même salon propre et baigné de lumière. Elle est aussi prévisible qu'une montre suisse et tout aussi fiable. Mais le soir, lorsque le bourdonnement du bureau s'apaise, Sarah ressent une angoisse sourde et silencieuse. Le sentiment de vivre sous une épaisse cloche de verre. Dans son ordinateur, il y a un dossier secret, protégé par un mot de passe. Il contient des centaines de photos de jardins anglais sauvages, des esquisses de rocailles alpines, des articles sur les propriétés du sol. Sarah rêve de devenir paysagiste. Elle est attirée par la terre, par le chaos des plantes vivantes, par l'imprévisibilité de la nature, par tout ce qui est l'opposé complet de sa vie ordonnée. Un jour, rassemblant toute sa volonté, elle franchit un pas décisif. Elle dépense une somme considérable pour un cours en ligne prestigieux sur l'aménagement paysager. Le soir, elle prépare son thé préféré, s'installe à son bureau parfait, ouvre son ordinateur portable et se connecte à la page de la première leçon. Et à ce moment précis, une vague d'apathie inexplicable et plombante s'abat sur elle. Son cerveau si vif et clair pour travailler avec les chiffres devient soudain visqueux et brumeux. Ses pensées s'embrouillent. L'écran du cours commence à émettre une menace presque physique, et sa main, comme d'elle-même, se tend vers la télécommande. Pendant les 3 heures qui suivent, elle regarde une série insensée, plongée dans l'anesthésie d'histoires étrangères, tandis qu'en arrière-plan, un sentiment de culpabilité familier la ronge. Que s'est-il passé ici? Regardons cela à travers la métaphore de la maison. Son ego, Sarah, la comptable parfaite, a passé des années à construire et à protéger son salon impeccable. Cette image lui donne sécurité, approbation, statut. Et son ombre, Sarah, la jardinière sauvage, est enfermée dans la cave. Elle sent la terre, elle est impulsive, elle est prête à se salir les mains. Elle n'a pas peur du chaos et des erreurs. Lorsque Sarah a ouvert la page du cours, son ego a sonné l'alarme. C'était comme si elle avait inséré la clé dans la serrure de la cave. Son ego, son comptable intérieur, a été horrifié à l'idée que cette partie sale, imprévisible,
peu sérieuses de sa personnalité s'échappent et détruisent tout ce qu'il avait si soigneusement construit. Et l'ego a mobilisé toute son énergie pour se défendre. L'apathie écrasante que Sarah a ressentie n'était pas de la paresse. C'était la fumée d'une friction interne colossale. C'était toute son énergie psychique consacrée à maintenir la porte de la cave fermée. Sa procrastination n'était pas un échec moral, mais un acte désespéré de fidélité à l'image d'elle-même qu'elle avait si longtemps considérée comme la seule possible. Et si l'histoire de Sarah a résonné en vous, ne serait-ce que par un faible écho, c'est parce que son histoire est votre histoire, simplement racontée dans une autre langue. Son conflit intérieur est un drame humain universel. En chacun de nous vit une Sarah. En chacun de nous, il y a un comptable intérieur qui a une peur bleue de notre artiste intérieur. Notre pragmatique intérieur qui regarde avec mépris notre rêveur intérieur. Notre gentil garçon intérieur ou gentille fille intérieure qui est horrifié par notre rebelle intérieur. Et maintenant, je vous demande de jeter un œil à votre propre maison. Pour un instant, cessez d'être un spectateur et devenez un explorateur. Quel salon idéal votre ego a-t-il construit? Quel rôle jouez-vous depuis si longtemps et si parfaitement qu'il vous a presque entièrement remplacé? Le rôle de l'employé responsable qui ne déçoit jamais, même au prix de son propre épuisement. Le rôle du bon fils ou de la fille attentionnée qui vit encore selon des règles établies il y a des décennies. Le rôle de la personne rationnelle et sérieuse qui ne se permet aucune folie ni impulsion spontanée. Quelles sont les lois non écrites de votre salon? Qu'est-ce qui y est d'eau strictement interdit? La vulnérabilité, la colère, le rire bruyant, les passe-temps inutiles qui ne rapportent pas d'argent et ne mènent pas à un résultat mesurable. Le droit à l'erreur, le droit d'être simplement au lieu de devenir constamment quelqu'un de meilleur. Eh bien, votre jour de la marmotte, ce même sentiment d'être coincé dont nous parlions au tout début, c'est précisément votre salon parfaitement rangé et mortellement prévisible. C'est le rituel sans fin de maintien de l'ordre dans une seule et unique pièce, tandis que tout le reste de la maison est plongé dans l'obscurité. Et cette angoisse sourde, cette apathie, cette panique silencieuse sous les côtes, ce n'est rien d'autre que le bourdonnement qui vient de la cave. C'est la vibration de la vie qui est enfermée. Ce n'est pas le signe que vous êtes brisé, au contraire. C'est le signe le plus sûr qu'il y a encore quelqu'un de vivant dans votre cave. Que là, dans l'obscurité, votre énergie non réclamée, votre potentiel, votre courage, votre passion, languissent encore. Et cette fatigue colossale qui s'abat sur vous à la fin de la journée. Comprenez bien, ce n'est pas la fatigue de la vie, ce n'est pas la fatigue du travail, c'est la fatigue colossale, inhumaine, de ce travail invisible, de chaque seconde, que votre ego accomplit en maintenant fermer la lourde porte en chaîne de la cave. Vous n'êtes pas épuisé parce que vous ne faites rien, mais parce que vous faites le travail le plus dur du monde, vous retenir vous-même. Vous sentez sa présence. Vous sentez sa pression obstinée et épuisante sur la porte. Vous le connaissez par les résultats de son travail, par vos affaires reportées et vos occasions manquées. Mais vous êtes-vous déjà arrêté pour l'écouter vraiment? Pas pour discuter avec lui, pas pour le maudire, mais simplement pour l'écouter. Vous avez vu votre dynamique intérieure. Et maintenant, faisons le pas suivant, décisif. Donnons une voix à votre gardien intérieur. Et maintenant, une autre question, plus profonde. Si votre résistance au changement, votre saboteur intérieur, pouvait parler, de quoi essaierait-il exactement de vous protéger? Imaginez que vous puissiez coller votre oreille à cette porte de cave verrouillée et entendre son murmure. Que dirait-il? Murmure-t-il qu'il a peur de votre échec? Peur du moment humiliant où tout le monde verra que vous avez essayé et que vous n'avez pas réussi? Peur du jugement, des moqueries, de la pitié dans les yeux des autres? Peur de confirmer cette pire crainte, que vous êtes en réalité un imposteur? Ou peut-être murmure-t-il quelque chose d'encore plus paradoxal? Peut-être a-t-il peur de votre succès? Peur de cette lumière aveuglante qui s'abattra sur vous si vous réussissez? Peur de l'énorme responsabilité qui accompagnera le succès? Car tant que vous restez sur place, on attend peu de vous. Mais le succès place la barre plus haut pour toujours. Et votre gardien est terrifié par cette nouvelle hauteur. Ou peut-être sa peur est-elle encore plus profonde. Peut-être ne craint-il pas l'échec ou le succès, mais le processus lui-même.
Craint-il le chaos qui s'immiscera inévitablement dans votre vie ordonnée si vous ouvrez cette porte? Craint-il de perdre le contrôle, la stabilité, la prévisibilité? Craint-il que l'énergie créatrice, s'échappant de la cave, ne réduise en cendres ce salon fragile mais si familier qu'il a si longtemps protégé? Maintenant, je veux vous demander de faire quelque chose d'audacieux, quelque chose qui peut sembler inconfortable, mais qui est un acte de grande force intérieure. Je vous demande de descendre dans la section des commentaires sous cette vidéo et de donner une voix à votre gardien intérieur. Écrivez ce qu'il murmure. Pas besoin de longues histoires. Une phrase. Mon gardien a peur que je ne sois pas à la hauteur de la responsabilité. Mon gardien a peur que si je commence, je perde la sécurité que j'ai. Mon gardien a peur que tout le monde voie qui je suis vraiment. Ne le faites pas pour nous. Faites-le pour vous. L'acte même de verbaliser, de transformer un sentiment vague en mots clairs, met l'ombre en lumière. Et alors, quelque chose d'étonnant se produira. Vous commencerez à lire les commentaires d'autres personnes, et vous verrez votre peur la plus intime, la plus honteuse, écrite de la main d'un inconnu d'un autre pays. Et à ce moment-là, les chaînes de la solitude tomberont. Créons ici, sous cette vidéo, non pas une simple section de commentaires, mais un espace sûr et sacré. Un espace où ces ombres peuvent être mises en lumière sans crainte de jugement. Où nous pouvons reconnaître collectivement. Oui, j'ai peur de ça aussi. Car une ombre à qui l'on a donné un nom et que l'on a écouté avec respect cesse d'être un monstre et commence sa lente transformation en allié. Nous avons donc jeté un œil en coulisses. Nous avons vu le gardien effrayé, notre gestionnaire intérieur qui, avec les meilleures intentions, nous tient captifs. Nous avons donné un nom à ces peurs. Et maintenant, nous allons franchir l'étape la plus importante, la plus libératrice de tout notre voyage. Nous allons complètement changer notre rapport au problème lui-même. Écoutez attentivement. Votre auto-sabotage n'est pas une malédiction. C'est votre diagnosticien le plus précis. Votre procrastination n'est pas votre faiblesse. C'est votre professeur le plus fidèle. Cette paralysie intérieure que vous détestez tant n'est pas un mur, mais un panneau indicateur. Imaginez une boussole. Votre résistance, votre peur face à un nouveau départ, c'est l'aiguille de cette boussole. Et elle ne tourne pas de manière chaotique. Elle pointe toujours, avec une précision incroyable, presque mystique, vers la même chose. Elle tremble et pointe exactement vers la porte de votre maison intérieure que vous devez absolument franchir. Elle pointe vers l'aspect de votre vie qui nécessite une guérison et une intégration immédiate. Vous voulez savoir où se trouve votre prochain point de croissance? Regardez ce que vous évitez le plus. Nous abordons ici l'une des plus grandes lois de la psychologie et de la mythologie. Le lieu de votre plus grande peur est le lieu de votre plus grand trésor. Le dragon qui garde la grotte est toujours assis sur un tas d'or. Votre blessure n'est pas juste une blessure, c'est un portail. Un portail vers la force que vous avez été contraint de couper de vous-même pour survivre. L'âme, votre moi profond, est infiniment plus sage que votre ego conscient. Et elle utilise cette crise, cet insupportable jour de la marmotte, pour vous forcer à enfin grandir. Elle voit que vous vous êtes trop absorbé à réarranger sans fin les meubles de votre petit salon sûr, tandis que tout le reste de la maison tombe en ruine, et l'âme crée des conditions insupportables. Apathie, angoisse, perte de sens, pour vous forcer à cesser cette agitation futile, à prendre une lanterne et à enfin descendre à la cave. Elle vous pousse vers votre ombre, non pas pour vous détruire, mais pour que vous y trouviez une partie de vous-même oubliée, mais vitale. Et ce que vous trouverez dans cette cave, ce ne sont pas des détritus à jeter. Jung, à la suite des anciens alchimistes, a compris une grande vérité. L'ombre est la prima materia. C'est le plomb noir, lourd et peu attrayant qui contient le potentiel de l'or. Votre tâche n'est pas de combattre cette obscurité, de l'exiler, mais de devenir un alchimiste de votre âme. Votre tâche est de descendre avec respect et curiosité et de commencer le grand œuvre de transformation de ce plomb en votre or personnel d'intégrité. Si votre auto-sabotage est une boussole qui indique une porte, il est stupide d'essayer de casser son aiguille. La sagesse consiste à apprendre à lire la carte et à comprendre pourquoi cette porte est si importante. Et cela ne demande pas de force brute, mais une approche complètement différente, plus subtile et plus sage.
Toute votre vie consciente, vous avez probablement essayé de vous battre. Vous avez essayé de vaincre votre procrastination, de briser votre apathie, de vous forcer. Mais vous ne pouvez pas vaincre votre ego par la force. C'est une guerre civile au sein de votre psyché dans laquelle il n'y aura pas de vainqueur, et vous serez toujours le perdant. Pourquoi? Parce que l'ego est le gouvernement en place. Il contrôle l'armée, votre volonté. Il gère les ressources, votre énergie et votre attention. Le combattre, c'est diriger toute la puissance de votre propre système contre son centre. C'est une défaite garantie qui ne laisse derrière elle que la terre brûlée de votre estime de soi et un épuisement total. Chaque fois que vous perdez dans cette lutte, vous ne faites que renforcer la conviction de l'ego que tout changement est dangereux et mène à la douleur. Par conséquent, la voie n'est pas dans la lutte, mais dans l'intégration. Pas dans la révolution, mais dans la négociation. Vous devez changer de rôle. Cesser d'être un soldat, obsédé par l'idée de vaincre un ennemi qui n'existe pas, et devenir un diplomate sage, patient et sensible pour votre âme. Que fait un bon diplomate? Il n'assiège pas la forteresse. Il s'approche des portes avec un drapeau blanc. Il étudie les besoins et les craintes de l'autre partie. Il cherche des points de convergence et des solutions mutuellement bénéfiques. Votre tâche n'est pas de défoncer la porte de la cave, mais de frapper poliment. Votre tâche est d'entamer un dialogue avec ce maître de maison effrayé, avec votre ego. Vous devez l'assurer que vous n'allez pas semer le chaos et détruire son magnifique salon. Vous devez le convaincre que dans la cave ne vivent pas des monstres, mais des membres exilés de la famille. Oui, ils sont bruyants. Oui, ils sont imprévisibles. Mais ils apportent avec eux des dons sans lesquels toute la maison ne peut être vraiment vivante et prospère. La passion, la créativité, l'intuition, la force vitale. Vous devez expliquer à votre ego que sans l'énergie de la cave, son salon, aussi parfait soit-il, restera à jamais un musée. Beau, stérile, mais mort. Déjouer le cerveau, ce n'est pas le tromper. C'est cesser de le traiter comme un ennemi et commencer à le traiter comme un partenaire effrayé, mais important. Vous avez été un soldat sur votre propre terre pendant trop longtemps. Il est temps de devenir un souverain sage qui unit toutes ces terres en un royaume prospère. Et comment commence toute vraie diplomatie? Elle ne commence pas par des ultimatums, mais par le fait que les parties belligérantes s'assoient pour la première fois à la table des négociations et obtiennent un droit de parole égal et respectueux. Nous allons maintenant organiser une telle table de négociation à l'intérieur de vous. Je veux vous proposer un exercice pratique, un seul, mais incroyablement puissant. Appelons-le la technique du dialogue sécurisé. Pour cela, vous n'avez besoin de rien d'autre qu'un stylo et du papier ou un document vierge sur votre écran. C'est votre premier pas, en toute sécurité, dans le rôle de diplomate pour votre âme. Prenez une feuille et divisez-la en 2 colonnes. Intitulez la première colonne « La voix du maître de maison » ou « Le ministre de l'ordre ». C'est la tribune de votre ego. Votre tâche est, avec la plus grande honnêteté et empathie envers cette partie de vous, d'écrire en son nom toutes les peurs, les appréhensions et les arguments contre les changements que vous envisagez. Ne censurez rien. Laissez cette voix s'exprimer pleinement. Que dit-elle? Si nous commençons cela et que nous échouons, ce sera une honte insupportable. Nous perdrons la stabilité que nous avons construite pendant des années. Que diront les gens? Ils nous prendront pour des fous. Nous n'avons pas le droit de faire ça. Nous avons des obligations. C'est trop chaotique, nous perdrons le contrôle. Laissez cette voix se vider complètement, jusqu'à ce qu'elle s'épuise. Ensuite, passez à la 2e colonne. Intitulez-la « La voix de la cave » ou « Le génie exilé ». C'est la tribune de votre ombre. Et maintenant, faites quelque chose de complètement différent. Ne réfléchissez pas. Laissez les mots couler d'eux-mêmes sur le papier. Que crie cette partie de vous? Que veut-elle? De quoi est-elle fatiguée? J'étouffe dans cette prévisibilité. Je veux créer, me salir les mains, faire des erreurs. Donne-moi au moins une gorgée de liberté, une gorgée de vraie vie. J'en ai marre d'être correct, je veux être vivant. Souviens-toi de nos rêves d'enfant. Où as-tu mis tout ça? N'ayez pas peur de la colère, du désespoir, des désirs irrationnels qui peuvent apparaître sur le papier. C'est juste de l'énergie qui a été longtemps enfermée. Et voici la partie la plus importante. Pendant ce processus, votre rôle n'est pas d'être un juge.
Vous n'êtes ni l'avocat du maître de maison, ni le défenseur de la voix de la cave. Vous êtes l'espace. Vous êtes le modérateur sage et impartial de cette première réunion historique. Votre seule tâche est de laisser les deux s'exprimer et d'écouter attentivement, avec respect. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce qu'au moment où vous sortez ces deux voix de votre tête pour les mettre sur papier, une magie s'opère. Elles cessent d'être votre bruit intérieur et tourmentant pour devenir des objets d'étude. Pour la première fois, votre ego conscient, le maître de maison, voit noir sur blanc que la voix de la cave n'est pas seulement le chaos, mais le porteur d'une énergie vitale. Et l'ombre, à son tour, se sent entendue pour la première fois. Le simple fait de noter ces voix change déjà l'architecture de votre âme. Vous construisez un pont là où il n'y avait auparavant qu'un mur sourd et muet. C'est le premier acte d'intégration. C'est le début de la paix. Cet exercice à deux colonnes n'est pas une simple technique. C'est un rituel. C'est le premier acte de votre nouveau service, le service de votre intégrité. Mais il ne fait qu'ouvrir la voie. La voie vers la conscience d'une vérité simple, mais qui change absolument tout. Nous avons commencé notre voyage avec l'image d'une porte verrouillée et d'une force invisible qui retire votre main de la poignée. Toute votre vie, vous avez probablement essayé de défoncer cette porte. Vous avez utilisé le bélier de la volonté, vous avez cherché le levier de la motivation, vous vous êtes épuisé dans ce siège insensé. Maintenant, vous voyez pourquoi cela n'a pas fonctionné. Vous essayez d'entrer de force dans votre propre maison. La clé pour sortir du jour de la marmotte n'est pas de trouver un bélier plus lourd, ni de casser la porte. Elle est de trouver en soi le courage tranquille de s'approcher de cette porte, d'y insérer la clé et lentement, avec respect pour ce qui se trouve derrière, de la tourner. Quelle est donc cette clé? Où la chercher? Vous n'avez pas besoin de la chercher, vous l'avez toujours eue. Cette clé, c'est l'acceptation simple mais bouleversante de votre totalité. C'est la conscience profonde, corporelle, que vous n'êtes pas seulement votre salon lumineux, bien rangé et socialement approuvé. Vous êtes toute la maison, entièrement. Vous êtes aussi votre cave sombre, résonnante, pleine de trésors et de peur. Votre force ne réside pas dans la perfection de la façade, mais dans la solidité de tout le bâtiment. Et voici la vérité principale qui libère. Vous ne devez pas vous débarrasser de parties de vous-même pour devenir meilleur. Vous ne devez pas amputer votre ombre pour devenir plus pur ou plus efficace. C'est la pensée d'un chirurgien, pas d'un créateur. Votre tâche est de devenir plus grand, de devenir si grand, si vaste, que votre conscience puisse accueillir toutes vos parties. Votre force et votre faiblesse, votre courage et votre peur, votre lumière et votre obscurité. Votre crise actuelle, votre apathie, n'est pas une crise de défaut, c'est une crise de croissance. Votre ancienne personnalité, votre ego, est devenue trop étroite pour vous, comme les vêtements d'un enfant pour un adulte. L'âme exige de l'expansion. Et la douleur que vous ressentez, c'est la douleur de la croissance. C'est le craquement de la vieille coquille d'où émerge quelque chose de nouveau, de bien plus fort et de plus complet. Alors, cessez d'essayer de gagner la guerre à l'intérieur de vous. Votre tâche est de devenir un royaume assez grand et sage pour qu'il y ait une place d'honneur pour votre cour royale resplendissante et pour vos forêts sauvages, sombres et primitives. Une place pour vos démons et pour vos dieux. Car seul un souverain complet peut vraiment régner. Nous avons parcouru un long chemin en 1 heure. Nous sommes descendus du salon lumineux et prévisible de notre ego jusqu'à la cave résonnante et sombre de notre ombre. Nous avons commencé ce voyage avec une question apparemment pratique. Comment déjouer le cerveau qui sabote nos changements? Et après toutes nos recherches, après toutes les métaphores et les histoires, nous avons trouvé la réponse. Et elle est paradoxale dans sa simplicité. La plus grande ruse, c'est d'arrêter de ruser. La plus grande stratégie, c'est d'arrêter de se battre. Nous avons compris que cet auto-sabotage intérieur, qui nous semblait être un mur sourd et infranchissable sur le chemin d'une nouvelle vie, n'est pas du tout un mur. C'est un pont. Oui, un pont qui tremble de peur, un pont enveloppé dans le brouillard du doute, mais néanmoins un pont. Et il mène dans la direction la plus importante pour vous, vers cette immense partie oubliée de vous, qui détient toute votre force vitale non réclamée, toute votre histoire non racontée, tout votre potentiel non réalisé. Votre problème n'est pas une erreur du système, c'est une invitation. Votre apathie
n'est pas un manque d'énergie, mais toute votre énergie colossale dirigée vers la protection de l'entrée de ce pont. L'âme est fatiguée de vos tentatives héroïques, mais vaines de percer le mur, et vous demande maintenant désespérément de simplement trouver le courage de faire le premier pas sur ce pont. Vous cherchiez un moyen de vaincre votre dragon intérieur, et il s'est avéré qu'il fallait seulement apprendre à voler sur son dos. Vous pensiez que votre paralysie était une malédiction, alors que c'était une pause sacrée que votre âme avait organisée pour que vous cessiez enfin de fuir de vous-même et commenciez à vous diriger vers vous-même. Donc, la principale prise de conscience que je veux vous laisser est simple. Arrêtez de traiter le symptôme. Entendez le message. Votre crise n'est pas une impasse, c'est un tournant vers l'intérieur, vers votre totalité. Et lorsque cette prise de conscience passe d'une idée dans votre tête à votre expérience vivante et quotidienne, tout change. Pas extérieurement, pas immédiatement, mais à l'intérieur, là où c'est vraiment important. La vie après l'intégration n'est pas une vie sans peur. Ce serait un mensonge. La peur fait partie de notre ancien système de sécurité et elle ne disparaîtra pas. Mais votre relation avec elle changera. C'est une vie où la peur n'est plus votre geôlier silencieux et tout-puissant qui vous retient dans la cellule d'une seule journée. Elle devient votre conseiller respectueux, bien que trop prudent. Vous apprendrez à entendre sa voix. Attention, c'est un nouveau territoire. Es-tu sûr que nous sommes prêts pour ça? Vous apprendrez à le remercier pour sa sollicitude, mais à vous réserver le droit de prendre la décision finale. C'est vous, et non lui, qui êtes maintenant assis sur le trône de votre royaume. C'est une vie où vous cessez de fuir de vous-même et où, avec une curiosité sans fin, vous commencez à vous diriger vers vous-même. Chaque crise de procrastination, chaque vague d'apathie cesse d'être un prétexte à l'autoflagellation pour devenir un signal d'exploration. Oh, intéressant! Quelle partie de moi suis-je en train d'ignorer en ce moment? Quelle voix de la cave essaie de me joindre? Vous cessez de chercher les bonnes réponses dans le monde extérieur, car vous devenez le lieu où naissent les bonnes questions. Et alors, le plus important se produit. Le jour de la marmotte se termine. Mais il ne se termine pas lorsque les décors extérieurs, travail, ville, entourage, changent comme par magie. Il se termine au moment où le spectateur principal de ce spectacle sans fin change, vous. Et lorsque vous changez, vous voyez soudain dans les anciens décors de nouvelles portes et de nouvelles possibilités que vous n'aviez jamais remarquées auparavant. Parce que vous ne regardez plus le monde uniquement avec les yeux de votre ego, mais avec la plénitude de votre être total. Et avant de nous quitter, je veux vous dire quelque chose de très personnel et de très important. Merci. Merci d'avoir parcouru ce chemin jusqu'au bout. Dans un monde de flux d'informations infinies, dans une culture de réponses rapides et de solutions superficielles, vous avez offert à cette conversation profonde la chose la plus précieuse que vous ayez, votre temps et votre pleine attention. Cela ne va pas de soi et j'apprécie profondément votre confiance. Votre volonté de regarder dans vos ombres, votre courage de rester avec des questions inconfortables et de ne pas vous détourner, c'est un acte de grand courage. C'est un héroïsme silencieux et invisible dans un monde qui nous demande constamment d'être simple, pratique et compréhensible. Mais l'âme n'est pas simple, et vous le savez, et la chose la plus importante que je veux que vous emportiez avec vous aujourd'hui, c'est un sentiment. Le sentiment que vous n'êtes plus seul dans ce voyage. Au moment où vous avez décidé de cliquer sur cette vidéo et de rester, vous avez silencieusement rejoint une communauté invisible. Une communauté de chercheurs, des gens dispersés à travers le monde, parlant des langues différentes, mais unis par une même aspiration, choisir le chemin difficile, mais le seul chemin vivant, vers leur totalité. Chacun qui se décide à cette descente en soi allume une lanterne pour tous ceux qui suivent. Votre travail sur vous-même n'est pas un acte égoïste, c'est votre contribution à la guérison du monde. Alors sachez-le, vous faites partie de quelque chose de plus grand. Vous n'êtes pas seul, et si vous sentez que de tels voyages et une telle communauté sont ce qui vous manquait, vous pouvez aider ce phare à briller plus fort. Si cette conversation a eu de la valeur pour vous, si elle a ouvert au moins une nouvelle porte dans votre monde intérieur, et que vous êtes prêt à poursuivre cette exploration profonde de votre âme, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à cliquer sur la cloche. Ainsi, vous ne manquerez pas nos prochaines expéditions dans le cosmos intérieur,
vers d'autres continents inexplorés de votre personnalité. Chaque like que vous donnez à cette vidéo n'est pas juste un chiffre. Dans un monde régi par des algorithmes, c'est un signal puissant. Un signal que les conversations profondes, honnêtes et guérisseuses sont importantes. Qu'il y a une demande non seulement pour le divertissement, mais aussi pour le sens. Chaque like de votre part aide d'autres chercheurs, comme vous, à trouver ce havre dans l'océan infini de contenu. Chaque commentaire de votre part, comme nous l'avons déjà dit, n'est pas que des mots. C'est une brique dans le mur de cet espace sûr que nous construisons ici tous ensemble. Un espace où l'on peut être vulnérable sans crainte et honnête sans jugement. Merci encore une fois pour votre courage d'être vous-même. Et pour finir, je veux vous laisser avec une pensée. Qu'elle devienne votre boussole dans les jours de doute. Rappelez-vous, votre tâche n'est pas de devenir quelqu'un d'autre. Votre tâche est de devenir, avec courage et amour, celui que vous avez toujours été.